Vous avez été au cœur des Jeux Olympiques de Paris en 2024 et vous avez été un des premiers territoires précurseurs à vous doter d'un plan de cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur ce succès cyber? Alors bonjour à toutes et à tous, merci à la FNCCR en tout cas pour cette invitation. Effectivement, on a beaucoup parlé du beau succès collectif qu'on a eu pendant les JOP 2024 sur le volet cybersécurité, anticipation et analyse des risques qui nous ont permis en tout cas de faire que ces jeux aient été cette belle réussite, et encore une fois je l'ai dit collective. Alors on ne parle pas beaucoup des collectivités, mais en tout cas nous, pour quelques mots sur Plaine Commune, c'est 8 villes de Seine-Saint-Denis. On parle de Saint-Denis, Stade de France, pour la plus grande ville, à près de 50 000 habitants. d'Épinay-sur-Seine aussi, où je suis déléguée à l'innovation, 55 000 habitants. Et puis une petite ville qui est celle de l'île Saint-Denis, à moins de 10 000 habitants. Tout ça pour vous dire que les collectivités, elles ont été au cœur de cette réussite des JOP. Et bien entendu, on travaille sur le sujet de la cybersécurité depuis autour de 2017. On a commencé déjà à avoir les prémices parce que cette réussite collective, elle s'est construite avec, et je le dis toujours, il ne faut pas rougir des différentes structures qui nous servent au plus haut niveau, je dirais, étatique. Je pense à l'ANSSI, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, à cybermalveillance.gouv.fr et puis au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Je pense qu'il est important de se dire qu'on a tous travaillé, toutes et tous travaillé à faire en sorte que nos infrastructures soient protégées. Garance évoquait effectivement la multiplicité des cyberattaques qui ont touché à la fois des structures essentielles qu'on a pu voir dans l'actualité comme les hôpitaux, mais aussi bien entendu des collectivités de toute taille. J'aime citer le général Marc Boger qui est celui qui a le premier à gérer le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, qui disait l'important c'est pas de savoir si on est prêt, mais en tout cas c'est quand on va être attaqué, parce que nous sommes tous destinés à être cyberattaqués avec des attaques qui se veulent de plus en plus entre guillemets intelligentes. Donc on a fait cette réussite collective en mettant au cœur l'humain aussi. On s'est appuyé effectivement sur les expertises technologiques qu'on peut avoir au sein de nos pays. Moi, je suis très fervente, en tout cas, du Made in France et de nos capacités à avoir des outils qui conviennent et qui répondent aux besoins. Mais on a aussi identifié ce qu'on appelle la faille humaine, qui est au centre, en tout cas, des cyberattaques. Et l'idée, ça a été de mettre au cœur l'humain, en tout cas de mettre au cœur l'acteur. Et l'acteur, dans l'acteur, je mets la TPE, la PME, comme je mets l'agent, parce que l'agent aussi, comme je mets aussi le citoyen, parce que même si on est agent, on est aussi dans la vie citoyenne acteur de notre propre vie numérique. Et l'idée, ça a été d'anticiper et de se dire comment on peut, via ce programme France Relance, et notamment l'appel à projet de l'ANSSI, comment on a pu anticiper et se doter en tout cas d'audits. Il y a des outils qui sont disponibles pour faire des audits au sein des collectivités, et puis aussi bénéficier de ce plan France Relance. Ça nous a permis d'élaborer le plan cybersécurité que vous avez évoqué et surtout de le pérenniser, parce que l'idée c'était d'amener les collectivités à mieux se sécuriser, à prendre conscience des risques et puis surtout à y aborder des plans d'action et les pérenniser. Donc effectivement on a un sujet, parce que moi je dialogue aussi avec d'autres collectivités de toute taille en France. J'étais à Nice il y a à peine quelques jours pour échanger avec leurs équipes. L'idée, c'est aussi de trouver des solutions mutualisées pour les plus petites, puisque 90% des collectivités en France ont moins de 10 000 habitants, donc il ne faut pas aussi les oublier. Je crois qu'en parlant d'héritage des JO, et c'est quelque chose sur lequel, s'il y a bien un message que je souhaite apporter, parce que on s'est évoqué aussi, c'est l'organisation et la gouvernance. On doit se préparer à de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles formes de gouvernance. On l'a vu pendant les JO, et encore une fois, je salue à la fois les agents de Plaine Commune, les équipes techniques, la gouvernance politique, et puis c'est un projet politique, mais c'est aussi un projet d'administration pour pouvoir justement gérer ces crises. Et surtout sécuriser les données de nos citoyens et maîtriser notre destin et notre destin numérique, comme j'aime à le répéter souvent. Merci Madame la conseillère Juste Ronger. On parle aussi de services essentiels. Quel type de services essentiels vous avez été amené à sécuriser et à prendre en compte dans le cadre
de votre plan cybersécurité? Alors, on réfléchit, nous on a fait des exercices, on a réuni toutes les compétences parce qu'en fin de compte, vaincre les silos, c'est réunir tout un tas d'experts avec une gouvernance bien définie pour réfléchir, avec notamment les services de l'État, à augmenter ce qu'on appelle notre résilience. Et puis là, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au SGDSN, au service du Premier ministre, qui travaille sur la stratégie de résilience nationale qui est largement documentée sur leur site qui est dédié avec un MOOC aussi. Et quand on parle de compétences, on se dit, s'il arrive une catastrophe, aujourd'hui par exemple à Mayotte, on pense tout de suite, Mayotte, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour établir les services essentiels? Les déchets, tout simplement, on a une compétence de gestion des déchets. Comment on fait sur nos territoires si on est dans une catastrophe la plus absolue, parce qu'en fin de compte, être résilient, c'est pouvoir anticiper les catastrophes. Qu'est-ce qu'on fait en cas de catastrophe? Comment assure-t-on cette gestion de ramassage des déchets qui, somme toute, peuvent aller à des risques sanitaires, à des risques d'émeutes, à une crise alimentaire? Donc on est en train de parler de tous ces sujets et comment on peut, grâce aux outils technologiques, mieux les penser et mieux anticiper, avoir des indicateurs et des gouvernances précises. Le service d'une mairie, c'est effectivement l'inscription du petit aux cantines, au service de cantine. C'est une exigence forte des citoyennes et des citoyens qui sont très innovateurs parce que le numérique, il est dans leur quotidien et nous, on a un devoir d'innover en termes de service public et de répondre présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir les accompagner dans la vie de citoyen. Donc on a des enjeux qui sont très forts en termes de sécurité, en termes de défense et en termes aussi de service aux citoyens. On l'a bien vu pendant la crise malheureuse du Covid, où il a fallu continuer à gérer, alors c'est un peu triste, mais il a fallu aussi gérer les cimetières. On a vu ce que ça a pu arriver à Angers, à Béton, où on a eu des vrais sujets de gestion de crise. Donc tout ça, ça marche parce qu'on traite avec la gouvernance et on anticipe et surtout, on améliore collectivement et individuellement notre cybersécurité et la résilience individuelle au service du collectif via notamment NIS 2. Justement, on a vu cette dimension réglementaire, politique. Peut-être rentrer dans le détail sur la dimension plus opérationnelle. Je vais passer la parole à Cyril, leur service numérique. Alors concrètement, ce n'est pas du tout une contrainte et loin de là, je crois, parce que l'idée c'est vraiment d'être de plus en plus résilient et de protéger nos citoyennes et nos citoyens. Donc on n'est pas dans de la contrainte et je crois que la volonté des acteurs étatiques que j'ai précédemment cités, c'est vraiment d'accompagner le changement et d'accompagner le changement en faisant en sorte que nous soyons tous et tous acteurs. J'aime tout le temps à dire les gestes barrières cyber. C'est faire attention dans notre quotidien à ne pas être celui ou celle qui est l'initiateur involontairement de cette fameuse faille. Donc je pense que vraiment, je crois qu'aujourd'hui, avoir une approche de plan de cybersécurité, plan de résilience, plan de continuité de service, plan de reprise de service, de gestion de crise, c'est un investissement. Un investissement pour les TPE, les PME qu'on a accompagnés, parce que nous, on a aussi créé des rencontres liées à la cybersécurité en partenariat avec le ministère de l'Intérieur notamment, et cybermalveillance. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un investissement. On travaille notamment, on parle souvent de collectivité, mais, et c'est pareil aussi pour les TPE, les PME, dans nos achats. Comment on gère nos achats? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des budgets qui sont contraints. On est tous au courant que côté budget, et je crois que c'est en débat depuis un moment, on va avoir des restrictions budgétaires qui sont conséquentes en tout cas pour les collectivités. Pour être vice-présidente du GIP Maximilien, qui est le premier portail d'Île-de-France sur la commande publique. La commande publique, c'est un levier d'accélération, en tout cas sur le volet cybersécurité. Et on accompagne aussi les acheteurs franciliens parce qu'un achat responsable, c'est aussi un achat avec du cyber by design et du RGPD by design. Que la commande publique, c'est un levier. On a parlé d'ISO 27001. Aujourd'hui, le risque cyber, on a tendance souvent à le prendre trop souvent dans l'angle système d'information, mais ça peut être aussi un achat de biens ou de services. Je pense à des services de communication marketing où on s'aperçoit qu'il y a des données qui se transmettent. Ça aussi, ça fait partie des exigences et de dire que dans le cadre de la commande publique,
on travaille à ce que les fournisseurs soient aussi certifiés, notamment ISO 27001, parce que c'est une sécurité en plus, même si, je parle sous contrôle de Garance, mais on reste et on restera toujours responsable de ce qui se passe. Et il y a aussi un sujet, parce que on a tendance souvent à dire contrainte, moi je dis c'est un investissement, on a souvent tendance à dire punition. Je crois qu'on n'est pas du tout dans cette approche-là pour le moment. On est vraiment dans une approche d'accompagnement au changement de l'ensemble des acteurs. On s'aperçoit aussi que dans les crises cyber, on a eu des entreprises, il y a eu des grandes entreprises des télécommunications que je ne citerai pas, mais que vous reconnaîtrez certainement, qui a eu tous ces abonnés qui ont été parus sur le dark web. Et la faille venait potentiellement d'un de ses fournisseurs. Donc il y a un enjeu majeur de la commande publique, et la commande publique du coup effet entre guillemets rebond, c'est que ça va créer du développement économique endogène, local, pourquoi pas, ça va créer de l'emploi, et puis ça va aussi nous permettre de sécuriser l'ensemble des systèmes d'information et de réinventer ce rapport avec nos fournisseurs aussi. Donc on a des leviers collectivités locales. Il faut juste investir le sujet. Vous avez en tout cas, même pour les TPE et les PME, des outils qui sont mis à la disposition. Je pense à la région Île-de-France, notamment avec le chèque cyber pour les TPE et les PME. Il ne faut pas hésiter, je dirais, à s'engager. On a des outils qui existent. NIS 2, c'est, d'après nos référents ANSSI, c'est quand même beaucoup inspiré de NIS 1 et de ISO 27001. Donc du coup, on a quand même des outils qui peuvent accompagner l'ensemble des acteurs économiques. Je crois que le public et le privé, on a un même combat, c'est de mieux protéger nos citoyennes et nos citoyens, nos infrastructures, notre Made in France, et de continuer dans cette voie-là. Vous parliez de commande publique et puis des différentes équipes qui pouvaient effectivement aussi être concernées par ces attaques cybersécurité. D'un point de vue opérationnel, Cyril, vous, comment faites-vous pour justement en interne faire travailler avec toutes ces équipes au sein de votre collectivité? Vision sur la stratégie dans laquelle s'inscrit justement les collectivités et puis vous-même dans la mise en œuvre de cette directive. Alors, je crois que le message apporté aujourd'hui, c'est vraiment que NIS 2, c'est une opportunité. On est passé de la Smart City à la Safe City, et maintenant on est à la Resilience City. C'est clairement les trois grandes étapes. Et je crois qu'on est face à avec l'IA, en tout cas aujourd'hui on est au CyberIA Expo, on travaille notamment avec la FNCCR sur la mutualisation auprès des collectivités pour justement les accompagner et les aider à aller vers cette résilience, que ce soit sur les aspects énergétiques que vous avez cités, que ce soit l'eau. On a des services qui sont essentiels aux citoyens. La confiance, elle est aussi celle des citoyennes et des citoyens envers les collectivités et envers les acteurs, les acteurs économiques. Je crois qu'on est dans une ère qui est en train de changer avec l'IA, qu'on va aller sur des attaques qui vont être de plus en plus automatisées, massives, entre guillemets intelligentes, parce que l'intelligence, c'est encore un terme assez relatif en termes d'IA. On a besoin de structurer notre capacité de résilience à titre individuel pour servir le national, anticiper les risques et les menaces, on l'a évoqué, et assurer la continuité d'activité. Alors ce qui est le principal, c'est que c'est pas un sujet, je crois que la France a signé un accord il y a quelques années avec notre président de la République sur fédérer l'ensemble de plus de 80 pays sur les volets cybersécurité. Février, c'est peut-être le mois le plus court, mais c'est celui qui va être le plus intense en matière d'intelligence artificielle et à rayonnement international. On n'a pas à rougir de ça. Je pense au contrat de filière industrie de la sécurité et de la défense qui s'est emparé du sujet de cyber-résilience, et on voit bien qu'on réinvente un partenariat public-privé avec l'ensemble des collectivités de toute taille. L'idée, c'est que tout le monde soit préparé dans son quotidien. Vous l'avez vu récemment, je pense que le citoyen, la prochaine phase, c'est que le citoyen soit au cœur aussi de cette anticipation et de gestion des risques. Parce qu'un citoyen, c'est un salarié, c'est un dirigeant d'entreprise, c'est un politique aussi. NIS 2, c'est un projet politique, mais c'est aussi un projet d'administration. On a parlé beaucoup de gouvernance ce matin.
Donc c'est essentiel aussi d'y apporter ce volet gouvernance, parce que c'est ce qui est la clé de réussite, en tout cas, de la gestion de crise quand elle arrive, d'anticiper, faire des exercices. Pour ça, on a plein d'objets que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet, que vous soyez une TPE, PME, citoyen, que ce soit sur cybermalveillance, sur le site de Nancy ou encore sur le site de GDSN. Donc je pense qu'il ne faut pas se faire l'économie d'aller regarder ce qui s'y passe. Nous sommes précurseurs et nous allons, je crois, ensemble réussir encore et encore de belles réalisations autour de la cybersécurité. Et puis, quelque chose je terminerai mon propos là-dessus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais NIS2 apporte quelque chose qui est primordial, c'est la capitalisation des crises cyber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu que les paroles se sont libérées, en tout cas parce qu'il y a quelques temps, c'était compliqué de dire qu'on avait été attaqué. On a bien vu qu'à Angers, ça a été largement communiqué, à Béton aussi, avec beaucoup de transparence. Ça, c'est aussi dans le cadre de la confiance de nos citoyennes et de nos citoyens. Et donc, NIS2 apporte ce volet de capitalisation à la fois dans la gestion des crises, mais aussi dans les outils technologiques. Et ça, je pense que c'est primordial pour ce qui nous attend. Je pense que les 20 prochaines années en termes d'IA et de cybersécurité vont être passionnantes. Et je crois qu'on a tous notre carte à jouer, en tout cas, pour protéger, je dirais, le Made in France, développer nos écosystèmes au niveau européen, s'appuyer sur le juridique qui est somme toute une clé d'accélération énorme, et bien entendu la commande publique que j'ai largement explicitée. En tout cas, merci à vous. Commande publique et d'achat responsable, je vous invite à aller regarder un petit peu sur le site du GIP Maximilien. Clairement, aujourd'hui, l'avenir de la commande publique, l'achat responsable, l'achat numérique est un achat responsable. Moi, je vous dis les choses un peu plus en résumé, mais je dis souvent, un achat, ça se fait par du cyber by design et du RGPD by design. Et c'est ce qui fera la différence. Et à partir du moment où on arrive à faire évoluer notre commande publique en termes de droit, en disant que c'est une exigence claire et que ça fait partie d'un critère, forcément, ça crée une impulsion sur les providers, sur les fournisseurs de solutions, sur les fournisseurs de services, qui font qu'une sécurité anticipée dès la conception, et ça c'est une révolution dans le secteur du numérique, parce qu'aujourd'hui, avant, quand on apprenait à développer une solution, que ce soit un IoT ou pas, on ne nous parlait pas de cybersécurité il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans les universités, pour siéger dans nos grandes universités, notamment numériques, il y a des formations qui existent et on est en train de vivre, quand je parlais des 20 ans, des 20 prochaines années, on est en train de vivre une transformation, pas uniquement par l'IA, mais même dans notre approche pour, je dirais, créer les solutions d'aujourd'hui et de demain. Donc on forme aujourd'hui des jeunes ingénieurs à produire du RGPD by design et du cyber by design. Et ça, c'est l'avenir de la commande publique. Et c'est dans ça que je disais tout à l'heure que le droit peut nous aider avant même de se dire je dois le faire parce qu'il y a une loi. Je dois le faire parce que je participe individuellement à la cybersécurité et à la cyber-résilience et à la résilience collective. Il y a une autre question. On va vous donner le micro. Bonjour, merci beaucoup pour ce regard croisé. C'est vraiment intéressant d'avoir des retours d'expérience dans des domaines différents. Vous parliez à un moment de l'importance de réussir à engager la direction finalement sur nos sujets pour pouvoir justement réussir à faire passer des choses. De par vos expériences respectives, est-ce que vous avez des exemples, des astuces, enfin, quelque chose que vous avez déjà vu, qui marche bien en fait, quelque chose où vous savez que ça, quand vous le présentez à des dirigeants, en général, ça pétille. Alors moi, ma propre expérience en tant que conseillère un petit peu particulière, parce que je viens du secteur du numérique, donc je suis déjà sensible à pas mal de choses. Les grands décideurs, on va dire les grands élus, j'ai souvent utilisé de la vidéo. J'ai souvent aussi utilisé les campagnes de test, de phishing, avec des chiffres. En fait, fallait tout de suite apporter des choses avec des indicateurs. Et puis après, la peur, elle fonctionne pas tout le temps. C'est pas en faisant peur que, voilà, la peur, elle ne fait pas fuir le danger. Donc, et puis les grands décideurs. Par contre, de faire des petites vidéos et puis s'assurer de campagnes de sensibilisation très courtes, sachant qu'il y a beaucoup de supports qui sont disponibles via cybermalveillance.gouv.fr
des supports vidéo, des supports ludiques, il y a du e-learning avec notamment Sens Cyber aussi qui est sorti. Mais par contre, c'est un travail, comme je dis toujours. Nous, on a fait 2 séries de rencontres cybersécurité. Au début, c'est pas gagné, et puis après, on prend conscience du risque parce que c'est aussi arrivé aux collègues d'autres villes. Ça joue aussi. Et Nice 2 va apporter cette capitalisation et cette mise en exergue, de libérer, entre guillemets, excusez-moi, de libérer la parole, parce que être victime, ça peut arriver à tout le monde malheureusement, et même à des experts cyber, pour la petite histoire. Et donc du coup, voilà, il faut y aller petit à petit, ne pas faire peur, être très pédagogique. Et comme je le disais, et encore une fois, s'il y a un message sur ce sujet qu'il faut bien faire passer, c'est un projet d'administration et un projet politique. Si les deux ne sont pas en rendez-vous, vous allez avoir tellement de difficultés à convaincre et à mettre en œuvre. Et je vais compléter un petit peu parce que j'ai un exemple très pratique qui a été mis en place par la région Pays de la Loire il n'y a pas très longtemps et qui a été très efficace. On l'a dit, la parole elle se libère et la région Pays de la Loire a invité Angers et Saint-Nazaire à venir témoigner, d'accord ? Et là, quand on emmène des directeurs... Et comme j'ai à peu près 1h30 pour débattre de cette question très ouverte, je suis très heureux. Comme je ne vais pas être court, je vais essayer d'être rapide dans la réponse parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cet aspect. La première chose, c'est les tendances, effectivement. Je pense que la première tendance, c'est que l'IA irrigue le cyber. C'est pas pour rien qu'on est dans un salon cyber et IA. Il y a 2 ans, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité et c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte. C'est quelque chose qu'on prend en compte au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, d'où mon rôle de conseiller au sein de cet espace. Pour être un peu plus précis, c'est quoi pour l'année 2025 ? On a eu les larges modèles de langage, on a eu les larges modèles de vision, on va avoir les larges action modèles, les larges modèles d'action, avec une autonomie des agents de l'IA, une IA capable d'agir de façon autonome. Donc ça va poser un certain nombre de sujets autour effectivement de l'application, de la sécurisation et autour de la réglementation. Donc ça, je pense que c'est une tendance qui va arriver très rapidement. L'autre tendance, elle est illustrée par DeepSeek, parce que maintenant tout le monde parle de DeepSeek. Alors je n'irai pas trop loin sur DeepSeek, parce que je disais tout à l'heure à un camarade, la difficulté d'aujourd'hui, j'ai de moins en moins le temps de me plonger dans les articles de recherche, et je finis par ne lire que des posts. Et quand je lis des posts, pour moi, c'est pas de la vérité scientifique. Donc avant de vous parler de DeepSeek, j'aimerais approfondir le sujet, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que ça paraît plus frugal. C'est beaucoup moins cher et je pense que derrière, il y a des enjeux scientifiques qui sont extrêmement intéressants à explorer. Donc on va avoir cette forme de concurrence entre un modèle américain très consommateur d'énergie, très performant, et puis un modèle plus économique, et puis tout aussi performant a priori. Donc ça, c'est un enjeu. Je voudrais également évoquer l'enjeu du hardware. Les puces, ça va être un enjeu majeur dans les années à venir. Le hardware, c'est Nvidia qui va créer la puce Blackwell. Donc il va prendre une puce qu'elle va nommer Blackwell, qui sera encore plus consommateur d'énergie, mais certainement plus performant. Donc là encore, on va avoir des data centers qui risquent de grossir. L'enjeu pour nous, ça va être effectivement de savoir comment occuper une position souveraine dans cet écosystème, tant au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe. Et quand on parle de souveraineté, c'est le troisième volet de tendance, c'est la réglementation. Comment on va s'en sortir dans cette réglementation entre un monde outre-Atlantique plutôt dérégulé et un monde chinois avec une régulation étatique. Donc là aussi, il va falloir trouver notre place. Les risques, j'essaye d'aller assez vite, parce que les risques, on a effectivement... Pour moi, le premier risque, surtout dans une table ronde autour des collectivités territoriales, c'est de ne pas être au rendez-vous. C'est-à-dire de ne pas être capable d'appréhender tous ces sujets-là. Et demain, en 2025, être des vassaux technologiques des big tech. Donc on a Google qui est là, on a un certain nombre de big tech qui sont là, c'est très bien. Je renie pas, c'est pas une question de renier. Je critique pas du tout ces big tech, mais moi, en tant qu'agent de l'État, ma finalité n'est pas de la finalité des big tech. Donc je crois que c'est un enjeu essentiel, effectivement, d'être au rendez-vous pour l'Europe, pour la France et bien entendu pour les collectivités territoriales. On a l'AIA Action Summit qui débute bientôt. Il ne faut pas que ce soit un sommet de big tech, mais un sommet aussi des services publics, ça me paraît essentiel. Le risque, c'est d'oublier les citoyens. N'oublions pas les citoyens dans cette révolution de l'IA, dans cette évolution de l'IA. Ça me paraît un enjeu majeur, avec cette notion de ne pas déshumaniser la relation à l'usager et de ne pas déprofessionnaliser, nos gendarmes.
Et puis les projets d'IA, alors on a des projets d'IA en matière de lutte contre la criminalité, détection des deepfakes, lutte contre la pédopornographie, détection des anomalies contextuelles dans les systèmes d'information, analyse de vidéos de masse, transcription automatique de la parole pour les auditions. En fait, il me manque plus de porteurs de projets que de projets. Parce qu'en IA, en fait, on peut investir énormément de domaines. L'IA au profit de l'usager, c'est un LLM qu'on est en train de mettre en place pour effectivement nos brigades de gendarmerie à l'accueil, qu'elles puissent avoir le gendarme qu'il ait un assistant pour effectivement répondre aux questions des usagers. Ça paraît aussi quelque chose d'intéressant à explorer, avec un certain nombre de limites, notamment des limites sur la robustesse cyber de ces systèmes, une limite sur, non pas la souveraineté, parce qu'on ne met pas totalement, mais l'autonomie qu'on peut avoir par rapport au modèle de fondation qu'on importe. Les projets, il y a les applications, mais il y a aussi des enjeux de formation. Il ne vous a pas échappé que la IA qui est rentrée en vigueur le 2 février sur l'obligation de formation pour les organisations, les entreprises, sur la pratique des systèmes interdits. Donc c'est un enjeu majeur. Et la réglementation est un enjeu majeur aussi pour nous dans cette année, avec la charte éthique qu'on a éditée il y a de ça 3 ans, mais aussi toutes les discussions autour de l'évolution de la IA. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, un peu long certainement, mais j'ai voulu essayer d'aborder un certain nombre de sujets. Vraiment divers et variés. Et moi, j'aimerais toujours laisser la parole au général pour justement avoir votre retour sur justement ces services, ces projets IA que vous avez au sein de la Gendarmerie nationale, si vous avez déjà du recul, si vous avez déjà rencontré des problématiques liées à la cybersécurité sur ces différents projets, notamment le développement du LLM. Alors, non, on n'a pas encore de recul parce qu'on est dans une phase d'expérimentation. La problématique du LLM, je l'explique en 2 mots, c'est quoi? Si vous voulez, aujourd'hui, la gendarmerie n'avait pas les moyens de créer un modèle de fondation en propre. Donc ce qu'on fait, on internalise des modèles délivrés par Meta, délivrés par Mistral, des modèles open source. Et en fait, ils ne sont pas du tout open source parce qu'on ne connaît pas les sources, on ne connaît pas le code, on ne connaît pas les données. Ils sont ce qu'on appelle open weight, c'est-à-dire qu'on importe des modèles avec des poids calculés sur les données chez Meta. On internalise, c'est-à-dire qu'on n'est plus connecté à Meta, et puis on fait ce qu'on appelle une adaptation, du fine-tuning, du RAG, sur nos propres bases de données, et pour voir effectivement après comment on peut interagir avec. Mais sur l'aspect cyber, on n'a pas encore suffisamment exploré tout ça. On essaye plutôt d'explorer aujourd'hui sur le service que ça pourrait nous rendre, et ça va être essentiel d'explorer ça sur le champ cyber. J'aurais juste noté insister sur le fait que l'IA dans le cyber, c'est assez récent. On me dit souvent, la France allait en retard. On a créé une initiative au sein du campus cyber avec le Hub France IA et un certain nombre d'entreprises au sein du campus cyber de rassembler les 2 communautés. C'est essentiel et c'est assez novateur de rassembler ces 2 communautés. La communauté IA est une communauté très ouverte vers l'extérieur, la communauté cyber plutôt très fermée. J'ai dans mon bureau, et il ne va pas bien me prendre, mais le conseiller cyber du COM Cybermi, c'est quelqu'un de très fermé. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, je plaisante, c'est parce qu'il est en face de moi, c'est Général Éric Fraissinet. Mais rien que ça, le fait qu'on soit dans le même bureau, ça prouve aussi cette idée de partager ces notions, et ça me paraît essentiel. Donc, pour répondre très vite, non, pas encore, mais c'est quelque chose qu'on a dans les tuyaux. Les études de ces mesures, est-ce que de votre côté, la Gendarmerie nationale a pris en compte ces tendances, utilise justement l'IA comme aspect offensif, défensif sûrement, bien entendu. Comment vous exploitez justement cette nouvelle technologie? Quelles sont vos remarques aujourd'hui par rapport à ça? Alors effectivement, moi j'ai l'habitude de dire que l'IA c'est le poison et c'est le remède. Le poison quand c'est utilisé par les malveillants, le remède quand c'est utilisé par les forces de sécurité intérieure. Mais pour qu'il y ait remède, il faut qu'on ait accès au remède, c'est-à-dire que les forces de sécurité intérieure puissent vous délivrer le remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réglementation doit nous autoriser. Si la réglementation nous empêche, on n'aura pas possibilité effectivement de construire le remède. Et ça, c'est un enjeu essentiel parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, pour lutter contre l'IA, il n'y aura pas mieux que l'IA. Donc c'est vraiment... Moi je reste vraiment sur l'idée que l'IA est une source de progrès. Je ne voudrais pas être tombé dans des visions dystopiques, mais évidemment, on a parmi les citoyens des malveillants, et nous, forces de sécurité intérieure, on est toujours un petit peu détournés par les malveillants pour essayer de trouver des moyens de riposte. Donc la première chose qu'on fait, c'est d'évaluer la menace. Quelles sont concrètement les attaques de l'IA sur les systèmes et dans le champ cyber? On en a un certain nombre qu'on a recensé. Il y a l'empoisonnement des données, donc on est capable
générer une fausse empreinte digitale, contaminer les bases de données d'empreintes digitales. Imaginez la difficulté à reconnaître un criminel une fois que nos bases de données sont contaminées. Ça, c'est un enjeu qui est important pour nous. On a tout ce qui relève de ce qu'on appelle les attaques adverses. Les attaques adverses, c'est quoi? C'est la génération d'un bruit aléatoire pour fausser l'interprétation d'un système d'IA. Demain, les véhicules autonomes verront un panneau stop. Vous, humains, dans le véhicule autonome, vous verrez le panneau stop, mais le véhicule autonome verra un panneau à 110 km/h, donc il accélérera au lieu de s'arrêter. Sur les passeports, lors de le passage en frontière, c'est pareil. Hein, vous êtes un criminel, vous n'avez même plus besoin de changer la photo si vous avez attaqué le système. On a aussi tout ce qui est manque de robustesse des LLM, hein, j'en ai un petit peu parlé. Moi, mon sujet, c'est effectivement s'il y a des backdoors dans ce qu'on importe chez nous, il va falloir sécuriser tout ça. Et puis, on s'intéresse aussi à, vous savez, il y a le web et le dark web, on s'intéresse au dark LLM. C'est quoi? C'est WormGPT, FraudGPT, tous ces LLM qui demain seront des VLM sur la vision, et après-demain, demain seront aussi des large action models, donc des agents autonomes générés par des malveillants pour effectivement commettre des attaques avec une automatisation des attaques, une simultanéité des attaques et une large diversité des attaques. Ça va véritablement nous poser quelques problèmes. On a tout ce qui relève de l'exfiltration des modèles, c'est-à-dire en envoyant un certain nombre de requêtes, on est capable de comprendre les réponses et d'estimer comment fonctionne le modèle. Donc ça, c'est un enjeu pour nous. Et puis bien entendu, les deepfakes, vidéo, audio, parce que c'est la source de faux ordres de virement, c'est la source d'atteinte à la réputation. On a vu ce qui s'est passé avec Brad Pitt, on a vu ce qui s'est passé à Hong Kong avec les 26 millions d'euros qui sont passés. Et en fait, à travers ces exemples médiatiques, moi, ce que je voudrais dire, j'étais devant des chefs d'entreprise il y a peu de temps, mais ils m'ont dit que c'était courant. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre noir qui est considérable sur les attaques par deepfake dans les entreprises. C'est souvent assez grossier, donc ça se voit, mais c'est courant. Donc même de la pédopornographie, vous allez à Pontoise, chez les gendarmes, ils vous diront que les deepfakes dans le domaine de la pédopornographie, c'est courant également. Donc c'est pas quelque chose qui est de la science-fiction et simplement rapporté par les médias. Alors que faisons-nous, nous, pour lutter contre ça? Si je prends l'exemple des attaques adverses, c'est plutôt prospectif. Là, ce qu'il faut rajouter, c'est l'aléatoire dans la construction de nos modèles d'apprentissage. Mais ça, on le sait comment? On le sait si on a des experts en IA. On le sait si on a des gens qui sont capables de travailler dans l'IA. Et donc, il faut qu'on ait ce pool de capacitaires, effectivement, d'avoir des gens qui savent ce qu'est l'IA et qui puissent travailler dans le domaine. Parce que, on a parlé tout à l'heure des risques. Moi, il y a un risque pour 2025 que je n'ai pas cité, c'est les deepfake experts. C'est-à-dire que ce sont les experts ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est expert de tout, et c'est très facile d'aller sur ChatGPT pour vous faire une présentation de tel ou tel sujet. Et on avait le fake sur l'information, on aura le fake sur les experts, et ça, c'est un enjeu essentiel. Sur la fragilité des larges modèles de langage, on a organisé un hackathon il y a très peu de temps. On a craqué la majorité des larges modèles de langage pour faire une vidéo qui porte atteinte à une personne, pour générer de l'explosif. Ce qui montre qu'effectivement, là-dessus, il y a un vrai sujet cyber sur lequel il faut travailler. Donc, la meilleure solution qu'on a, nous, si on veut avancer sur ces sujets-là et ne pas être dépassé, c'est travailler avec le monde de la recherche, le monde académique, travailler avec le monde de l'industrie, ne pas forcément travailler tout seul, mais avoir la ressource qualifiée chez nous aussi pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et il y a un enjeu qui va être essentiel aussi, si on veut avancer, c'est les capacités de calcul. Un GPU, c'est pas gratuit. Donc à un moment, il va falloir de l'investissement. On a un budget qui va bientôt être voté. J'espère qu'on y verra un peu plus clair après le vote du budget. Parce que, objectivement, c'est lourd en termes d'investissement. Si on veut prendre le visage de l'IA, il ne faut pas être que dans la position du commentateur. À un moment, il faut faire de l'IA. Il faut avoir les infrastructures pour faire de l'IA. Il faut avoir la ressource qualifiée pour faire de l'IA. Et ça, c'est un enjeu qui est essentiel, qu'on commence à appréhender. On a acquis quelques GPU, mais pas suffisant certainement. Il va falloir encore en acquérir quelques-uns. Globalement, on a du GPU pour faire de l'inférence. On n'a pas du GPU pour faire de l'apprentissage de nos modèles. À un moment, si on veut être autonome, il va falloir qu'on fasse de l'apprentissage de nos modèles. Donc ça va être un enjeu qui est important. Et pour se parer effectivement contre un risque de vassalisation technologique, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est avoir une vision stratégique. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, la France, dans 5 ans, en IA, c'est quoi? C'est ce qu'on essaye de construire au sein de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, dans 5 ans, par l'IA, c'est quoi? Parce qu'effectivement, je vais énoncer un certain nombre de menaces. Il faut qu'on soit capable d'y faire face
donc on s'y prépare, et donc on a mis en place cette stratégie qui, encore une fois, n'est pas que une histoire d'application, c'est une histoire de formation, c'est une histoire de partenariat, c'est une histoire de réglementation, et c'est une histoire de ressources matérielles et humaines qualifiées. Donc l'enjeu est encore devant nous, mais ne tardons pas, parce qu'objectivement, le retard ne se rattrape pas quand on voit la vitesse à laquelle ça avance. On a réalisé un détecteur de deepfake il y a de ça, en 2023, c'est pas vieux. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus sur les deepfakes du moment. Il a appris sur les deepfakes d'il y a quelques temps. Il est très bon sur les deepfakes générés par des méthodes sur lesquelles il a fait son apprentissage. Et sur les autres, il n'est pas aussi performant. Donc il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus. C'est très difficile pour la gendarmerie nationale, même si on est très rapide, hein, mais d'être à la même célérité qu'OpenAI, que Mistral ou autre. Et ça, c'est véritablement un enjeu de souveraineté qu'il ne faut pas ignorer. On a la souveraineté économique, mais il est absolument nécessaire que les services publics conservent le sanctuaire des activités régaliennes et qu'on délimite bien ce sanctuaire pour savoir effectivement comment travailler sur ces aspects.